Après avoir dûment remercié le musée du jeu de paume, je dois commencer par dire que, sauf à être spécialisé en iconologie, ce qui n'est pas exactement mon cas, c'est une occasion plutôt rare que de pouvoir faire voir ce qu'on veut dire. Alors j'ai vu qu'elle pouvait m'être offerte à l'occasion de ce colloque, et cette occasion, j'ai donc décidé que je n'allais pas la manquer. Occasion doublement immanquable en réalité, puisque elle est aussi celle d'un clin d'œil à George Didi Huberman, qui parle d'émotion et de soulèvement avec Eisenstein, quand pour ma part, je parle d'affect et de sédition avec Spinoza. Et il se trouve avec Eisenstein aussi, de temps en temps. Parce que voilà ce qui va m'occuper aujourd'hui. Alors j'espère que... Ah oui, alors c'est ce que je me disais. Il n'y a pas le son, hein? Si? Si. Eh bien voilà, ce moment où le cours ordinaire des choses déraille, où la situation entre en suspension, avant de basculer d'un coup. Appelons-le le moment Potemkin. Le moment Potemkin, c'est le moment où un ordre institutionnel vacille et s'approche de son point de collapsus. C'est le moment où l'autorité s'effondre, le moment où les chefs croient encore pouvoir donner des ordres, mais ça n'obéit plus. La vacillation est bien le symptôme de cette entrée dans la zone critique, et Eisenstein nous la donne à voir. Les fusils vacillent, donc les corps. Si les corps vacillent, c'est parce que les balances affectives sont déstabilisées. Cela, c'est Spinoza qui nous le dit. Nous sommes conatus, efforts pour persévérer dans notre être, qu'on peut comprendre comme un élan de puissance et d'activité, mais en tant que tel, générique et intransitif, pour ainsi dire en suspension, et en attente de ses déterminations concrètes. C'est la rencontre de choses extérieures et l'effet en lui de cette rencontre qui va déterminer cet élan comme désir particulier de faire quelque chose. Donc, une affection par une chose extérieure, c'est-à-dire une rencontre. Un affect, c'est-à-dire l'effet qui s'ensuit par réfraction au travers de la complexion singulière d'un corps. Le désir réactionnel de faire ceci ou cela. Le corps qui bouge en conséquence. Voilà la séquence élémentaire de l'action. Et voilà, nous sommes exposés simultanément à de nombreuses choses extérieures. Certaines d'entre elles, même à elles seules, induisent en nous des affects multiples. Aussi, tous les corps individuels sont-ils des champs de bataille passionnels, des scènes conflictuelles où se composent et se confrontent des affects contradictoires, dont la résultante déterminera tel ou tel mouvement de corps. Qu'est-ce que la vacillation ? C'est la déstabilisation d'une balance affective jusqu'ici bien établie, prélude à sa possible inversion. L'affect dominant va changer, et il va s'en suivre la détermination de nouveaux mouvements de corps. Au commencement, le conflit des affects est tangent, si bien que le corps tente comme il peut d'accommoder des mouvements contradictoires. Il veut tirer et il ne veut pas. Il veut tenir le fusil et il veut le poser. Alors, dans ce moment intermédiaire, les fusils vacillent. Et puis la balance bascule. Un nouveau désir s'impose avec netteté. Non plus celui d'obéir, mais celui de se rebeller. Abandonner les gestes requis du peloton d'exécution. Maintenant, on retourne les armes contre les chefs.
des mouvements tout à fait inédits. Au passage, on voit combien est fausse l'idée que le déterminisme serait une pensée de la fatalité, de la reproduction ad aeternam, de l'impossibilité politique, bref, une pensée de la condamnation à l'impuissance. Seuls ceux qui croient que l'homme est comme un empire dans un empire, dans quam imperium in imperio, dit Spinoza dans la préface d'Éthique 3, ont besoin de l'hypothèse de la liberté pour penser les crises et les ruptures de l'histoire. Comme si en ces moments, si particuliers fussent-ils, l'enchaînement des choses échappait à la causalité phénoménale. Si les fusils vacillent, puis s'abaissent, puis se retournent, n'y a-t-il pas quelque chose qui a causé cette bifurcation dans le cours ordinaire du mouvement des corps? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et puisque j'en suis préalablement à déblayer les inutiles difficultés, j'ajoute également ceci. Proposer de saisir la politique par les affects, et même davantage, soutenir que les affects sont essentiellement l'élément de la politique, n'est nullement réduire la politique aux seules émotions, ou ignorer sa part d'idées, de valeurs, d'argumentation, de principes, parfois même de rationalité. Car il faut bien voir qu'affect est chez Spinoza la dénomination la plus générale de l'effet produit par une chose sur une autre. Les idées n'échappent pas à cette grammaire générale de la puissance, ce qui exprime d'ailleurs la définition même des affects. Je cite, « Par affect, j'entends les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections. » Nature fondamentalement psychophysique de l'affect. Que contrairement à une antinomie fatiguée, les idées soient aussi affaires d'affect, nous le savons tous, au moins de connaissances intuitives. Il est des idées dont nous disons à raison qu'elles ne nous font rien. D'autres, au contraire, qui nous donnent envie instantanément de nous battre pour elles, ou contre elles. Et quelle est la différence? Sinon que les unes nous arrivent chargées d'affect et pas les autres. Que les unes rencontrent quelque chose dans notre complexion affective et vont la faire vibrer, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, quand les autres ne rencontrent rien. Tout de même, dit Spinoza, que, je cite, « La musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'endeuillé, pour le sourd, ni bonne ni mauvaise. » S'il en est ainsi, alors nous voyons ce qu'est la politique, idée comprise. La politique comme domaine est le lieu de la confrontation et de la composition des affects. Et la politique comme pratique est un art d'affecter, dans son genre, un ars affectandi. Nous savons également ce qu'est un soulèvement ou une sédition, comme dit Spinoza. C'est une bifurcation dans la dynamique collective des affects. Sur le cuirassé Potemkin, la dynamique collective des affects, jusqu'ici bien réglée d'après les réquisites de l'institution militaire, va prendre un sérieux virage. Mais voilà ce qu'il faut commencer par dire. La plupart des choses que rencontrent les hommes, rencontres qui font affection, et d'où suivront affect, désir et mouvement déterminé. La plupart de ces choses que rencontrent les hommes, en fait, toutes d'ailleurs, sont sociales à quelques degrés. Et parmi elles, certaines sont ce qu'on appelle des institutions. Sur le cuirassé, les marins rencontrent notoirement une institution. Ils sont au contact permanent de l'institution militaire. Comment les institutions nous tiennent-elles? C'est ça la question préalable à poser. Parce qu'elles nous tiennent. La preuve, c'est qu'elles nous font faire certaines choses et pas d'autres. On sait bien ce que l'institution militaire fait faire comme mouvement particulier à ces sujets. Garde à vous, repos, enjou, corvée de chiottes, salut les couleurs, etc. Mais nous aussi, quand nous rencontrons l'institution État, par exemple, sous la forme du feu rouge, ou sous la forme de l'agent de police ou du contrôleur fiscal, quand nous rencontrons l'institution capitale ou entreprise, sous la figure de l'employeur, nous aussi, nous faisons des choses très particulières. Par construction, si rencontrant des choses institutionnelles, nos corps font des mouvements déterminés et pas d'autres, c'est que nous avons été dûment affectés par l'institution. D'où suit que, au sens de Spinoza, l'institution est une puissance, puisque c'est là la définition même de la puissance chez Spinoza. La puissance, c'est le pouvoir d'une chose de produire des effets sur une ou plusieurs autres choses. Mais comment la puissance vient-elle aux institutions? D'où vient la puissance que l'institution est et qu'elle a, et par quoi elle produit des effets sur nous? Alors c'est en ce point que faire l'argument est toujours un peu difficile, parce que c'est abstrait. Je vais le faire cursivement par la force des choses. Mais enfin voilà, ex nihilo nihil, c'est peut-être ça la formule de l'immanence, particulièrement chez Spinoza. Ce qui affecte les hommes vient nécessairement des hommes. Comme la Boétie en a eu l'intuition avant lui, Spinoza montre qu'en dernière analyse, clause de première importance, en dernière analyse, l'État c'est nous, et non pas le fada consacré qui dit l'État c'est moi. L'État c'est nous, ceci signifie que la puissance par laquelle l'institution État nous affecte, nous tient et nous normalise, n'est pas autre chose, en dernière analyse, que nos puissances individuelles,
mais composée en une puissance collective qui nous devient comme étrangère, alors que nous en sommes les producteurs. Une puissance collective qui s'élève au-dessus de nous et nous surplombe alors qu'elle s'est élevée depuis notre plan d'immanence. La puissance de l'État, comme celle de toute institution, en définitive, c'est la nôtre. C'est la puissance de la multitude, potentia multitudinis, mais méconnue comme telle par la multitude qui en est la productrice. Les institutions sont donc en quelque sorte le produit de cristallisation du gigantesque processus d'auto-affection de la multitude, du processus par lequel les hommes composent une puissance collective qui revient les affecter tous d'un affect commun, et ceci en grande partie hors de toute claire conscience, hors de toute maîtrise ou presque. Alors, ou presque, c'est la clause importante. Car voici ce que nous dit Spinoza dans le traité politique, 7.25. Le glaive du roi, c'est-à-dire son droit, est en réalité la puissance de la multitude elle-même ou de sa partie la plus forte. Alors, il faut prêter attention à cette citation. S'il y a des connaisseurs du texte spinoziste ici, je ne sais pas si Lorenzo Vinciguerra est encore là, mais ils se sont aperçus que j'ai légèrement modifié la citation pour les besoins de ma cause. Bon, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Le glaive du roi, c'est-à-dire son droit, est en réalité la puissance de la multitude. Alors, ici, le roi, c'est la métonymie de l'État. Mais en fait, plus généralement, de toute autorité lato sensu, c'est-à-dire de toute institution. Son glaive, qui est son droit, c'est son pouvoir, car le droit, chez Spinoza, n'est pas un concept juridique, c'est un concept onto-anthropologique. Le droit, c'est la puissance. Or, Spinoza nous dit ici que le glaive du roi, c'est-à-dire son droit, est en réalité la puissance de la multitude. Et on ne saurait mieux dire que le pouvoir du roi est toujours d'emprunt. Son pouvoir, potestas, est issu de la confiscation d'une puissance, potentia, qui ne lui appartient pas, la puissance de la multitude, laquelle, sans le savoir, s'asservit à ses propres frais. Mais Spinoza ajoute ceci. Le glaive du roi, et par glaive du roi, entendez ici très généralement le pouvoir de l'institution. Le glaive du roi est en réalité la puissance de la multitude ou de sa partie la plus forte. Clause de première importance, qui indique d'abord trivialement qu'il existe une partie la moins forte. Mais qu'est-ce que c'est que cette partie la moins forte de la multitude, qui ne nourrit pas la captation du pouvoir, qui subit le pouvoir, mais n'en pense pas moins? C'est la minorité des réfractaires, des têtes raides. Aucune institution ne fait jamais l'unanimité, ni l'État, ni quelque autre. Toutes doivent compter en permanence avec un sourd bruit de fond de dissentiment et de rétivité. De là cette précarité essentielle du pouvoir de toute institution, qui ne se maintient que par un rapport de puissance constamment sous tension. Voici ce que dit Spinoza dans une lettre qu'il écrit à Gélès. « Je n'accorde de droit aux souverains sur les sujets que dans la mesure où par la puissance ils l'emportent sur eux. Il appartient donc au pouvoir, s'il veut se maintenir, de ne pas faire ce qui peut conduire la partie la moins forte de la multitude à devenir la plus forte. Une cité pêche, dit le traité politique, et une fois encore comprenez ici cité lato sensu, comme pouvoir institutionnel. Une cité pêche lorsqu'elle accomplit ou laisse accomplir ce qui peut causer sa perte. Or, ce qui peut causer sa perte, c'est l'abus de trop, celui dont les pouvoirs d'ailleurs savent rarement se retenir. L'abus du pouvoir est alors au principe de l'affect politico-historique par excellence, l'indignation. L'indignation chez Spinoza est l'affect de l'intolérable. C'est un point de quant à soi irréductible qui marque un seuil, la limite de l'autorité de l'institution, la limite de ce que l'institution peut faire et par suite de ce qu'elle peut espérer faire faire. Traité politique 3.8. D'où suit que les actions auxquelles il est impossible d'amener personne, que ce soit par des récompenses ou par des menaces, ne tombent pas sous le droit de la cité. Personne, par exemple, ne peut céder sa faculté de juger. Quelles récompenses, quelles menaces peuvent en effet amener un homme à croire que le tout n'est pas plus grand que la partie, que Dieu n'existe pas, à croire qu'un corps qu'il voit fini est infini, et de manière générale à croire quelque chose de contraire à ce qu'il sent et à ce qu'il pense. Et en effet, rien ne le peut. Si un pouvoir veut nous faire croire que le tout n'est pas plus grand que la partie, c'est plus que nous n'en pourrons supporter. Pour son malheur, et sans s'en rendre compte, c'est cette voie fatale qu'emprunte le commandement du cuirassé Potemkin.
Voilà. Ce ne sont pas des vers, c'est de la très bonne viande. Eh bien, quand une autorité se met à dire des choses à ce point inadmissibles, c'est elle-même comme autorité qu'elle met en danger. Ce ne sont pas des vers, c'est trop grossièrement contraire à l'évidence, c'est-à-dire à ce que les marins sentent et pensent. C'est comme si on leur disait que le tout n'est pas plus grand que la partie. Et c'est typiquement le genre d'inacceptable déni qui fait naître l'indignation. Alors la question est maintenant de savoir quelle extension et quelle intensité cet affect d'indignation va pouvoir prendre. Autre manière de demander à quelles conditions l'indignation peut devenir un affect politique transformateur, c'est-à-dire le moteur d'un réébranlement de l'histoire. La question doit être posée car, nous dit Spinoza, éthique 351, des hommes différents peuvent être affectés par un seul et même objet de manière différente. Une chose extérieure, par exemple une parole, ne détermine pas à elle seule ses propres effets, qui varient avec la complexion des corps qu'elle rencontre, pour y produire tel affect au travers de celui-ci, tel autre au travers de celui-là, exactement comme tout à l'heure, la musique avec le mélancolique, l'endeuillé ou bien le sourd. Un tel, usuellement soumis et respectueux des institutions, trouvera qu'après tout, la viande n'est pas très bonne, mais qu'elle est encore mangeable. Un autre, dont l'ingénium est d'emblée rétif, contumax, dit Spinoza, insoumis, trouvait lui dès le début qu'elle était infecte, et en fait n'attendait qu'une occasion pour entrer en rébellion. Mais on connaît ça dans toutes les organisations, ce sont des types, le peureux, le lèche-cul, l'insoumis, etc. Et, comme dit Spinoza, chacun juge selon son affect. Chacun, selon sa complexion, je cite, juge de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est meilleur et de ce qui est pire. Même si personne, bien sûr, n'est jamais enfermé dans un type. C'est bien d'ailleurs le propre des moments politiques extraordinaires qu'ils peuvent être des expériences transformatrices. On s'y trouve modifié. Des individus qu'on croyait tels se révèlent tout autres. On ne les avait pas vus venir. En attendant, pour quelque abus de pouvoir donné, tous ne franchissent pas en même temps leur seuil d'indignation. Et tant que ça n'est pas fait, l'institution se maintient. Mais le propre des hommes de pouvoir, c'est qu'ils vivent selon une condition séparée. Ils ne sont plus capables de sentir et de juger comme leur sujet. Aussi n'ont-ils aucune idée des remaniements qui s'opèrent silencieusement dans les balances affectives. Et ne voient-ils pas, sous la régularité apparente des fonctionnements institutionnels, la détérioration des conditions passionnelles de viabilité de l'institution. Pour en avoir conscience, il faudrait qu'ils regardent de plus près, et qu'ils regardent surtout les corps, tels qu'ils expriment déjà le conflit des affects et la duplicité des mouvements. Alors, l'affect d'observance de l'autorité institutionnelle, ce que Spinoza nomme l'obsequium, n'est pas ici encore complètement détruit, à preuve l'impeccable garde à vous. Mais il est déjà corrodé. Il doit déjà lutter avec l'affect contraire de l'indignation, qui est un affect de haine, la haine du chef et de tout ce qu'il représente. Donc, lourd regard par en dessous, et l'institution qui n'a pas la moindre idée de ce qui est en train de se tramer. Or, ce qui se trame, c'est la contagion. Le mécanisme passionnel fondamental de la contagion est donné en éthique 3.27, c'est l'imitation des affects. La contagion passionnelle, celle de la sédition, mais celle de n'importe quoi d'autre en réalité, s'opère dans des milieux et passe de corps à corps par le mécanisme de l'émulation des affects. Alors les marins sur un bateau, c'est un milieu, des ouvriers dans une usine aussi, des salariés dans un bureau tout de même. Et là, ça se propage. On entend souvent dire que la colère des uns ou la révolte des uns donne des idées aux autres. L'énoncé est peut-être parlant, mais en toute rigueur, il est incorrect, en tout cas dans la grammaire spinozienne. Il faudrait plutôt dire ceci. La colère des uns, qui est une passion accompagnée de son idée, et qui détermine un désir particulier, l'effort réactionnel du conatus pour éloigner ou détruire les causes de la tristesse, car la colère est un affect triste. La colère des uns, donc, et leur désir donnent des désirs aux autres. C'est ça l'émulation des affects. La révolte des uns ne nous donne pas des idées, elle nous donne du désir, le désir de nous révolter semblablement. Et l'esprit simultanément forme l'idée de ce désir, mais tel qu'il a été contracté par le corps, par émulation corporelle, au spectacle d'autres corps désirants. Alors, par synergie passionnelle mimétique, il peut se faire que la situation devienne mûre. Il ne manque plus qu'un petit quelque chose pour produire la catalyse passionnelle, l'incrément de trop qui va précipiter l'affect commun d'indignation.
Le commandant avait déjà menacé de pendre ceux qui n'avaient pas le bon goût de trouver sa soupe délicieuse. Il menace maintenant de faire fusiller ceux qui s'échappent par son écoutille privée. Et pour tous, c'en est trop. Alors il ne faut pas se tromper sur la portée réelle du mot indignation chez Spinoza, qui est beaucoup plus qu'un flatus vocis ou des paroles sans suite ou une posture en mots. L'indignation comme expression d'un intolérable radical est ce point d'affect où le pouvoir s'est rendu si odieux qu'il perd toute emprise sur ces sujets. Traité politique 3.9. Il faut considérer qu'appartient le moins au droit de la cité, au pouvoir de l'institution donc, ce qui indigne le plus grand nombre. Il est certain en effet que les hommes sont naturellement conduits à se liguer, soit en raison d'une espérance ou d'une crainte commune, soit dans l'impatience de venger quelques dommages subis en commun. Et puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la multitude, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris dans la mesure exacte où elle offre elle-même à un plus grand nombre de sujets des raisons de se liguer. Eh bien, la ligue dans l'affect commun d'indignation, voilà ce qui renverse les institutions et les pouvoirs. L'affect commun d'indignation manifeste une formation concurrente de potentia multitudinis. Concurrence à celle qui reproduisait jusqu'ici l'obsequium et qui tenait l'institution. Le glaive du roi, disait Spinoza, procède de la puissance de la multitude ou de sa partie la plus forte. Mais que se passe-t-il si cette partie jusqu'ici la moins forte, si c'est la partie jusqu'ici la moins forte, la partie des contumaces, des insoumis, qui devient la plus forte? Eh bien, il se passe le moment Potemkin. Tous les mouvements de corps s'en trouvent redéterminés. Et comme toujours, rien de mieux que le contraste avant-après. Alors avant, c'est le même extrait que tout à l'heure, mais pour lequel je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'autre. Voilà. Ici, nous savons que l'institution est encore souveraine. Comment se pourrait-il autrement que le commandant, sexagénaire ventripotent, mette par terre à lui tout seul 3 marins jeunes et pétants de santé? Alors vous me direz, les marins se laissent faire, ils ne résistent pas. Mais précisément, c'est le point. Car c'est l'effet le plus typique de l'institution que d'assigner les corps à certains mouvements seulement et pas à d'autres. C'est son effet de déterminer l'écrasement du désir d'autres mouvements. Le corps est vaincu ou domestiqué par les voies de l'affect institutionnel. C'est l'obsequium qui met les corps d'équerre, et qui de même empuissantise le corps de l'homme de pouvoir. Ce que le commandant peut, il ne le peut que parce qu'il ajoute la potentia multitudinis institutionnelle à sa puissance individuelle propre, où l'on retrouve que la puissance des hommes de pouvoir est toujours d'emprunt. Ça n'est pas la leur. Pour s'en apercevoir, il suffit d'ailleurs de les placer dans un nouveau contexte, où la puissance de la multitude vient à leur manquer, où elle cesse de les soutenir. Que se passe-t-il lorsque la puissance de la multitude les a abandonnés? Eh bien, il s'ensuit de toute autre chose, de tout nouveau rapport entre les corps. Il s'ensuit ceci. Et voilà, dépouillés de tout leur supplément de puissance institutionnelle, les corps dominants redeviennent des corps ordinaires. L'officier est à nouveau un type comme tout le monde. Les affects qui pliaient les corps d'inhibition ont disparu. Alors les corps se redéploient. Ils commencent à faire des choses inédites. D'abord dégager les officiers, plus tard occuper le bateau, en prendre le contrôle, etc. Et comme les diverses institutions étaient solidaires dans la domination, elles sont solidaires dans la chute. Même le pouvoir symbolique du crucifix est à terre. C'est que, nous dit Spinoza, un seul et même homme peut être affecté par un seul et même objet de manière différente à des moments différents. Eh bien, ni le crucifix, ni l'uniforme chamarré du commandant n'affectent plus de la même manière les marins. C'est qu'en réalité, leur pouvoir d'affecter n'avait rien d'intrinsèque et leur venait essentiellement d'ailleurs, d'une formation de puissance extrinsèque, la potentia multitudinis, qui les a irrigués un moment, mais dont la soudaine réorientation leur a été fatale. Alors qu'est-ce donc, pour finir, qu'un soulèvement? Est-ce un miracle de la liberté, quand même à se le raconter avec une certaine complaisance, le lyrisme humaniste? Non.
Un soulèvement, c'est une bifurcation dans le cours de la codétermination passionnelle des hommes entre eux. Une codétermination évidemment médiatisée par tout le massif des institutions, des structures, des rapports sociaux, des captures. Mais justement, c'est de cela qu'il s'agit. De s'en prendre aux institutions telles qu'elles sont et de revenir sur quelques captures. Sauf à croire qu'il y a des effets sans cause, il n'y a aucune antinomie de principe entre déterminisme et spécialement déterminisme passionnel et histoire, entre déterminisme et rupture ou nouveauté. Et le soulèvement, dans l'ordre politique, en est la meilleure preuve. Car le soulèvement, c'est la production d'un désir collectif particulier, le désir de faire autre chose. Merci.